Il y a des histoires plus communicantes que d'autres. Et il me rappelle qu'il y a des situations où finalement, si on fait une baisse de pression dans le LCR, ça ne va pas entraîner un engagement. Et d'autres où il y a des vrais blocages du LCR. Et c'est compliqué la malformation d'Anolkari. Et en fait, là aussi, il faut un avis d'ESCAR parce que selon la façon dont ça circule, ça va être dangereux ou pas. D'accord, merci. Merci beaucoup. Ben, Anne, on te laisse terminer. Donc, toi, tu viens pour nous parler des pathologies, des tumeurs cérébrales et grossesse. Merci à toi. Bon, bah, merci de m'avoir invité pour parler des tumeurs cérébrales. Euh, Donc, les tumeurs cérébrales ont une fréquence identique pendant et en dehors de la grossesse, mais la grossesse peut influencer l'évolution de certaines tumeurs. Avec les variations des taux hormonaux et des facteurs de croissance, il peut y avoir une augmentation, une évolution de notamment des méningiomes et des gliomes, et il est constaté une augmentation de l'œdème périlésionnel également pendant la grossesse. Donc, en cas de tumeur connue avant la grossesse, il est important de planifier la grossesse pour pouvoir éventuellement faire des ajustements sur les traitements antiépileptiques notamment, et de décider du suivi qu'il va falloir faire soit avant et pendant la grossesse, s'il y a des examens d'imagerie à faire. Si la tumeur est découverte pendant la grossesse, selon le terme, selon la tumeur et selon les symptômes, il faudra décider de savoir si on peut poursuivre la grossesse. Si c'est une tumeur qui est rapidement évolutive, par exemple un glioblastome découvert au premier trimestre, il peut être plus raisonnable d'interrompre la grossesse parce que sinon on ne pourra pas faire tous les traitements nécessaires pendant la grossesse. En fonction de l'imagerie, en fonction de l'évolution de la grossesse, on peut aussi être amené à opérer pendant la grossesse. Il faudra décider du suivi à faire pendant la grossesse, toujours les examens d'imagerie. Donc, on peut faire des IRM pendant la grossesse. Et c'est important de faire le suivi normal pendant les mois de grossesse. Et il sera aussi nécessaire de décider des modalités d'accouchement. Donc, est-ce qu'on peut autoriser un accouchement par voie basse ou est-ce qu'il faut une césarienne? Est-ce qu'on peut autoriser une anesthésie péridurale ou une rachianesthésie ou est-ce qu'il faut une anesthésie générale? Donc, dans les tumeurs cérébrales, on se pose la question de la possibilité d'une anesthésie périmédulaire parce qu'il peut y avoir une effraction de la dure mère, donc que ce soit intentionnel ou non, avec, en cas d'hypertension intracrânienne, par exemple en fosse postérieure, un engagement des amygdales. Donc, on voit sur la première des images en haut à gauche, on voit donc un méningiome en fosse postérieure qui est responsable d'une hypertension intracrânienne de fosse postérieure et d'un engagement amygdalien. Donc chez ce patient-là, on contre-indiquera une anesthésie périmédulaire parce qu'on a peur d'une majoration de l'engagement amygdalien. S'il y a une hypertension intracrânienne supratentoriale, c'est-à-dire au-dessus de la tente du cervelet, une effraction de la dure mère pourra également être responsable d'un engagement. Donc, il faudra être bien vigilant. Donc, aux lésions supratentorielles également. Et à l'œdème périlésionnel, parce que la lésion qui est en bas, le petit méningiome qu'on voit, est responsable d'un important œdème périlésionnel. Donc, c'est à tenir compte également. Dans les anesthésies péridurales, il peut y avoir une augmentation de la pression intracrânienne parce que le volume injecté est relativement important et comprime le fourreau dural et donc peut être responsable d'une augmentation de la pression intracrânienne, même si elle est transitoire de quelques minutes. Elle est présente surtout si la compliance cérébrale est mauvaise. Dans un accouchement par voie basse, il y a une phase d'augmentation de la pression intracrânienne. Donc, une patiente qui est déjà en hypertension intracrânienne ne pourra pas accoucher par voie basse, par exemple sur l'image qu'on voit d'IRM avec un énorme méningiome, avec un effet de masse, un engagement sous-falcoriel. On doit contre-indiquer un accouchement par voie basse parce que ça augmenterait de manière trop importante la pression. J'ai mis deux exemples pour avoir des aspects un peu plus concrets. Donc, une patiente qui a sa 5e grossesse, qui a une découverte d'une tumeur cérébrale au 4e mois de grossesse suite à des crises d'épilepsie. Donc, on voit sur l'IRM que c'est un aspect plutôt de lésion gliale de bas grade, c'est-à-dire une lésion qui est plutôt lentement évolutive. Donc, chez cette patiente, on va pouvoir autoriser la poursuite de la grossesse parce que on peut se permettre de faire une surveillance avec des IRM et en refaisant une IRM au bout de, par exemple, 2-3 mois après la première, on peut voir s'il y a une évolutivité ou non. Si la lésion reste de même taille, on poursuit la grossesse jusqu'au bout et on peut autoriser un accouchement par voie basse parce que dans ce cas-là, la lésion elle est de petite taille avec peu d'effet de masse et la patiente n'a pas d'hypertension intracrânienne.
Et on pourra aussi également autoriser une anesthésie périmédulaire. Un autre exemple, une patiente qui a sa première grossesse, qui a une découverte de tumeur cérébrale suite à une crise d'épilepsie. Là, par contre, on a l'impression que c'est une tumeur qui est plutôt de haut grade, vu l'IRM, avec une prise de contraste. Donc, on ne peut pas se permettre, elle a 29 semaines d'aménorrhée, on ne peut pas se permettre d'attendre la fin de la grossesse pour lui proposer une prise en charge de sa tumeur. Donc, c'est une patiente chez qui on proposera une intervention chirurgicale pendant la grossesse et un accouchement qui a été déclenché à 38 semaines d'aménorrhée pour trouver un compromis entre le pronostic de la mère et le pronostic du fœtus pour permettre par la suite de lui proposer des traitements oncologiques donc, qui peuvent être à base de radiothérapie ou chimiothérapie. Il est difficile pour les tumeurs cérébrales de proposer des armes décisionnelles claires parce que c'est très dépendant du type de tumeur, de la localisation. Donc, dans les tumeurs, il faut différencier globalement la tumeur qui est lentement évolutive et la tumeur rapidement évolutive. Donc, dans une tumeur qui est lentement évolutive, si l'état neurologique est stable, on temporise la chirurgie, on met les traitements médicaux antiépileptiques corticoïdes adaptés et on suit jusqu'au bout de la grossesse avec, après, en fonction de l'importance de la localisation, on décide si on peut faire un accouchement par voie basse ou une césarienne. Si l'état neurologique est instable, avec une symptomatologie qui s'aggrave, une imagerie qui s'aggrave, on peut être amené à opérer pendant la grossesse et proposer l'accouchement après par la suite, soit de voie basse, soit de césarienne. Et en cas d'urgence, on fait une chirurgie en urgence et une césarienne si c'est nécessaire. Dans les tumeurs rapidement évolutives, donc on est rarement dans le premier cas de situation stable parce qu'on n'a pas forcément le temps, sauf si on arrive vraiment si ça est découvert vraiment à la toute fin de la grossesse, mais on n'a pas forcément le temps d'attendre l'accouchement. Donc on peut être amené à proposer une chirurgie pendant la grossesse et en cas d'urgence, toujours la chirurgie en urgence si c'est nécessaire et une césarienne si besoin. Un autre arbre décisionnel qui peut aider, là pour le coup plutôt pour l'anesthésie périmédulaire. Donc chez une patiente qui a une lésion intracrânienne cérébrale, il faut avoir une idée au moment de l'accouchement de l'aspect de la lésion. Donc soit elle a une lésion qui est lentement évolutive connue et on a une imagerie récente avant la grossesse, ou sinon s'il y a des nouveaux symptômes ou si la tumeur peut évoluer pendant la grossesse, il faut faire une imagerie proche de l'accouchement. Si la lésion elle est volumineuse avec un effet de masse significatif, une déviation de la ligne médiane, on contre-indique l'anesthésie périmédulaire, il y a trop de risques d'engagement. Si la lésion est de plus petite taille avec un effet de masse qui est peu important, donc par exemple la deuxième photo en haut à gauche, donc on a un méningiome qui est relativement petit avec peu d'effet de masse, situé en frontale, on peut autoriser une anesthésie périmédulaire. Donc c'est vraiment dépendant de la localisation également, parce que le même méningiome en fosse postérieure, on contre-indiquerait l'anesthésie périmédulaire probablement. Si la lésion est responsable d'une hydrocéphalie obstructive, donc on a un exemple, la première image en haut à droite, d'une lésion au niveau de la région pinéale qui comprime l'aqueduc de Sylvius et est responsable d'une hydrocéphalie sous-jacente. En fonction de la localisation de la tumeur, on peut autoriser ou non, donc c'est vraiment du cas par cas. Si c'est au niveau du trou occipital, on aura tendance à contre-indiquer. Si c'est plus haut situé, on peut autoriser éventuellement une anesthésie périmédulaire. Et si la lésion est de petite taille, il n'y a aucun argument clinique pour une hypertension intracrânienne, par exemple l'image en haut à droite qui montre un urinome du trijumeau, la lésion est vraiment petite, il n'y a pas de risque à faire une anesthésie périmédulaire concernant cette lésion. Donc c'est difficile d'établir des stratégies à l'avance. C'est vraiment au cas par cas et des discussions pluridisciplinaires entre les obstétriciens, les anesthésistes, les neurochirurgiens et en fonction du type de tumeur, si c'est des tumeurs nécessitant un traitement oncologique derrière, il faut inclure les oncologues dans la stratégie de la prise en charge et la planification du suivi et organiser l'ensemble de la prise en charge dès la découverte de la tumeur. Je vous remercie. Merci Anne, merci pour ces images, c'est magnifique.
Et puis c'est très clair, donc en pratique, ça veut dire que c'est pas anesthésie générale pour tout le monde. Ça, je crois qu'on peut, voilà. Merci parce que ça nous a donné des exemples. C'est vrai que nous, on n'est pas du tout, enfin, en tout cas moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec une tumeur versus une autre tumeur sur les images. Donc c'est vrai que de nous montrer quelques exemples, ça nous aide. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Oui, éventuellement, j'ai trouvé intéressant, parce que j'en ai pas trop l'expérience, mais j'ai trouvé intéressant qu'on puisse proposer de la chirurgie pendant la grossesse. Est-ce qu'il y a des cas où formellement on ne va pas opérer pendant la grossesse, ou alors que c'est vraiment du cas par cas? Ou est-ce qu'il y a des types de tumeurs où on sait que ça va beaucoup saigner, par exemple, où on se dit non, là, il faut faire la naissance avant la chirurgie? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Je pense que c'est vraiment au cas par cas. Quand on a besoin d'opérer, on a toujours opéré quand il y avait besoin. Je pense qu'on peut s'arranger. Si les méningomes sont des tumeurs qui saignent beaucoup, en général, un méningiome est lentement évolutif. On peut arriver à temporiser, en général, jusqu'à la fin de la grossesse. Après, si on est amené à opérer, je pense qu'on a suffisamment de techniques pour essayer de contrôler l'hémostase, quitte à faire une exérèse partielle ou après discuter une embolisation avant pour permettre une chirurgie. Mais au cas par cas. Je trouve que le message est intéressant de se dire que ce n'est pas forcément terminaison de la grossesse puis chirurgie, que ça vaut le coup en tout cas d'être discuté avec des gens qui connaissent bien ces pathologies, quoi. Et encore une fois, faire comme si elle était... Enfin, c'est un peu grossier, mais comme si elle n'était pas enceinte au final. Il faut réfléchir comme si elle n'était pas enceinte et adapter après en fonction. Mais à la première base, je pense réfléchir comme si elle n'était pas enceinte. C'est le pronostic oncologique qui prévaut. Oui, maternelle, oui, au premier. Quoi, oui. D'accord. Et j'ai une question. Les biopsies intracérébrales, ça se fait pas ou c'est... Alors, on peut faire des biopsies. Oui. S'il y a besoin sur une tumeur qui est profonde, qu'on n'enlèverait pas, pour savoir un peu la nature, on peut faire une biopsie. Ça se fait sous anesthésie locale ou générale. D'accord. On a les deux. Donc, après, on peut adapter. D'accord. Et le décubitus latéral, ventral, tout ça, pour vous, c'est pas... Est-ce que pour les pressions intracrâniennes ou le saignement chez les femmes enceintes, t'as remarqué à ton expérience? On n'en opère quand même pas tous les jours. Oui. Ça saigne plus, les femmes enceintes, t'as pas remarqué ça? Non, j'ai pas constaté, mais après, on n'est pas sur une expérience non plus énorme. Oui. On a, c'est pas flagrant. 2-3 par an, quoi. D'accord. Ok, on a terminé. Merci à nos 4 experts d'avoir participé à cette session. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et puis à revoir en live et puis poser des questions sur le site de l'ASFA. On essaiera d'y répondre. Merci à tous et bon après-midi.